l'occasion des 50 ans de la station d'Isola 2000, TV9 est allé à la rencontre d'acteurs de celle-ci. Nous débutons ce saut dans le temps avec la famille Colombéon. Jacques, toi tu as connu la station en pleine construction, on va dire. Oui, je l'ai connu avant et je l'ai connu en pleine construction. Quand on est arrivé ici, j'étais en train de construire à peu près où il y a le bureau tabac. Après, ça continuait encore 2 ans après. L'ancienne vasserie, la vasserie, elle était là-haut sur le front de neige où maintenant il y a tous les restaurants. Le Gauloise, l'Essentiel, le Petit Samoa, la Tarine. Ça, c'était la vasserie. C'était l'ancienne vasserie. Et il y a des bâtiments qui ont été détruits pour la construction de la station? Oui, un bâtiment qui était complètement détruit, il était de traverse en dessous de la chapelle. Après, où il y a le Co-Club, je crois que c'était l'endroit qui gardait les cochons. Et il était plus petit. Et où il y a maintenant le Gavouage, qui avant c'était la bergerie pour moi, là c'était une étable aussi. On démolit, il ne restait qu'une partie. Et le Co-Club, je crois qu'il a été raccourci, non? Non, le Co-Club, c'est le contraire, ils l'ont agrandi, il était plus petit. Parce que c'était juste une table, comme on dit, qu'il y avait les cochons. Et ils ont rajouté un morceau au Co-Club pour moi. Toutes les habitations qu'ils ont fait, c'était rajouté ça. Et vers la chapelle, il y avait un bâtiment militaire? Ce bâtiment militaire, franchement, je dis que je l'ai vu sur plusieurs photos. Moi, je ne l'ai pas vu, je ne l'ai pas connu. Je ne sais pas, c'est parce qu'avant qu'ils commencent à construire la station, moi j'étais de l'autre côté, sur le versant italien, dans le vallon de Sant'Anna. On venait toujours dans l'été une fois ou deux, mais je ne me souviens pas de ce bâtiment devant la chapelle. C'était un truc militaire, paraît-il, ça doit être un genre d'une infirmerie. Ce qu'ils me disaient, ce qu'ils m'ont dit quelqu'un. Oui, il me semble avoir entendu que c'était un hôpital. Un genre d'hôpital, une infirmerie, oui, je veux dire, oui. Mais ça, moi, je ne l'ai pas vu, ça. Je ne sais pas, je n'ai jamais vu ça. Tu sais à peu près combien il y a des gens qui étaient ici, qui venaient faire paître leurs vaches? Ils n'étaient pas tous d'Isola? Dernièrement, il y avait aussi Saint-Étienne qui envoyait des vaches ici. Mais autrement, c'était qu'Isola dans le temps. C'était tous les paysans, tout le monde d'Isola, tous les paysans d'Isola qui avaient 2-3 vaches. À l'été, pour pouvoir couper le foin en bas, couper l'herbe pour se faire le foin pour l'hiver, il envoyait les vaches en alpage ici. Après, à la fin, quand on est arrivé nous, qu'on est arrivé à l'été 73, on avait encore quelques vaches de Saint-Étienne. Mais ils ont duré 2-3 ans. Après, tout le monde il a vendu 2-3 vaches qu'ils avaient. Ça s'est disparu, c'est extingué ça. Le fromage, il se faisait sur place à l'époque? Oui, le fromage, ça se faisait sur place. Ils faisaient la gruvière, eux, dans le temps ici. Et la fromagerie, c'était où il y a l'essentiel maintenant. Où il y a l'essentiel, c'était la fromagerie où ceux qui travaillaient, qui avaient tout le chaudron placé. Le Petit Samoa, c'est ce qui faisait la cuisine. La Tarine en dessous, en bas, ils avaient les fromages, et en haut, c'était des chambres, des pièces pour dormir le personnel. Et ils fabriquaient la gruvière à cette époque-là, quand c'était géré encore par Isola, qu'ils avaient les vaches d'Isola. Tu sais à peu près combien il y avait de gens qui montaient ici? Moi, combien de familles, ça, je ne le sais pas, parce que quand il était en pleine force, je ne sais pas, nous, quand on est arrivé, il y avait encore 5 ou 6 familles d'Isola qui avaient quelques vaches. Les Malais, il y avait, je ne me souviens même plus de nom, si je ne vais pas chercher les carnets. Les gens, donc, ils dormaient sur place, ils restaient sur place l'été? Non, je ne sais pas, il y a sûr qu'il y en avait qui dormaient sur place, parce que bon, mais ils mettaient du personnel à faire le travail à l'été en montagne. C'était un peu organisé comme un genre d'une coopérative, gérée par l'administration, c'était Roberto Agnelli, quand nous est arrivé, qui s'occupait un peu de ça. C'est monsieur ceci après, et je veux dire, mais ils avaient du personnel qui restait là sur place. Ils avaient un qui faisait le fromage, et ils avaient des gens qui traillaient, parce que la traire, ils traillaient tout à la main, comme on a toujours fait tous. Qu'est-ce qu'il y avait comme vache?
Ben, déjà ici, j'avais déjà des vaches, nous, maintenant on ne dit pas de Montbéliard, j'avais déjà toutes des vaches de couleur, des vaches blanches et marron, quelques abondances, peut-être quelques tarines, mais j'avais ces vaches de montagne, je veux dire. Maintenant, nous, on dit on a de Montbéliard parce qu'on a sélectionné, on a des races, on a d'abondance, mais j'avais déjà toutes des vaches à lait, toutes des vaches de couleur. Et j'ai vu sur des photos, il n'y avait pas que des vaches, il y avait d'autres, il y avait des cochons, il y avait des poules. Ben oui, parce que c'était les cochons, en proportion, le petit lait qui se produisait, ils gardaient de cochons. Et moi, ici, je sais qu'après, à l'automne, enfin, beaucoup de familles, ils achetaient un cochon ou deux, ils prenaient un cochon ou deux pour se faire le jambon après pour l'hiver. Et c'est ça, l'été, ils achetaient les petits le printemps, à l'automne, ils étaient 50 ou 60 kilos, et après, tout le monde, ils s'achetaient un cochon ou deux pour se faire le jambon pour l'hiver. Et du coup, l'hiver, ça devenait quoi ici? Il y avait plus personne. Ah ben, sûr que l'hiver ici, à l'époque, il n'y avait pas de route, il n'y avait pas de rien, il n'y avait rien, il n'y avait personne, il n'y avait que la vacherie, la chapelle, c'est tout. Il n'y avait rien d'autre. Comment ils montaient les vaches alors avant? Par où ils passaient? Ben, ils passaient pour l'ancienne route qu'il y avait, ils montaient à pied. Ça, les vaches, c'était pas un gros problème. Ben, nous, ici, il y avait déjà une route. Mais on prend d'autres vacheries comme en Chanceveur, ils avaient de très mauvais chemins, et ben, ils montaient les vaches là-haut. Sûr qu'ils ne montaient pas de gros troupeaux, tout le monde qui avait 2-3 vaches, je crois que chacun il montait ses vaches, il les mettait 2-3 ensemble. Mais ils montaient par la route à pied, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de bétaillère. Alors justement, tout à l'heure, tu parlais de Monsieur Cécy. Je crois que c'est lui qui a poussé à faire la vacherie où tu es actuellement, que tu as racheté. Ben, moi, là, je veux dire, moi, quand que je suis arrivé, il y avait Charles Ramy et M. Cécy, qui était, je crois, le 1er juin à cette époque-là. Je pense que c'est tous les deux qu'ils ont comment dire, maintenu d'avoir une vacherie à Isola 2000. Parce que l'ancienne vacherie, elle était là-haut devant la station. On n'aurait pas pu mettre les vaches là-haut devant les bâtiments. C'est pour ça qu'ils ont fait cette vacherie ici plus bas. Mais c'était à condition, je pense que c'est un accord qu'ils ont déjà eu avec le promoteur à l'époque, que c'était les Anglais. Il y avait Charles Ramy et M. Cécy. Et je crois qu'il y avait aussi le papa de Gisèle Bouvet, il était dans le conseil à cette époque-là. Alors, toi, à l'époque, tu venais que l'été, donc. Donc, comment ça se passait avec les Anglais l'été? Ben, nous, avec les Anglais, ça se passait très bien, il n'y avait pas de problème. Nous, on avait que faire avec la mairie. Nous, avec les Anglais, on n'avait pas que faire. Nous, on est arrivé ici, locataire, on a loué l'alpage pour la mairie. Bien sûr que nous, par des années, on arrivait à la fin du mois de juin, on faisait que la transhumance, on partait à la fin du mois d'octobre. Et on l'a fait ça pour des années, ça fait bientôt 50 ans que je suis là. Et maintenant, depuis 2007, on est là toute l'année. Avant, on travaillait avec les vaches piémontaises, que c'était une race à viande, et maintenant, on a des vaches lait de Montbéliard et d'abondance. Parce que la piémontaise, ici, on ne fait rien, il n'a pas de lait, il a peu de lait, et ça ne va pas. Ah, il y a un truc qui me vient à l'esprit qu'on a oublié, c'est le restaurant chez Foch, qui autrefois s'appelait la Génisserie. Ben, ça s'appelle toujours la génisserie, mais c'était vraiment la génisserie. Dans tout le vallon là qui monte à Valette, ils mettaient le troupeau de la génisse, les vaches qui ne traillaient pas, tous les jeunes. On a encore traîné les vaches dans cette table avant que ça devienne un restaurant. C'était une table pour les génisses. Le soir, ils devaient descendre et dormir là-dedans, et le matin, ils partaient au pâturage. Et depuis qu'ils ont fait la station, avec le temps après, c'est devenu un restaurant. C'était encore c'est Georges qui l'a commencé là-dedans. Georges Marguet, après il a passé l'autre que maintenant il est à Pont-de-Clans. Après il a passé encore un autre après, après maintenant c'est M. Papifo. Voilà. Et donc, les génisses, elles allaient au pâturage plutôt au Chastelar. Non, les génisses, normalement, ils montaient dans ce vallon, dans tout ce vallon. Oui, ils commençaient d'en bas, mais ils mangeaient ce vallon. Oui. Oui, ce vallon, le vallon là derrière de Valette, tout en haut, montait à Ménette, ils montaient partout là-dedans. Ils mettaient le troupeau de les vaches qu'ils n'avaient pas de lait. Nous
Poursuivons nos rencontres avec Luc Morisset. Champion de France de slalom géant en 1980, il est le fils de Jean-Marie Morisset, qui fut le premier directeur de la station et qui a participé à son développement. Bon Luc, toi tu fais partie des pionniers de la station. Ben oui, nous on a eu la chance d'arriver à la station à la création, parce que papa était en charge de la direction du domaine skiable. Et donc évidemment on a connu toutes les péripéties et toutes les belles aventures de notre station. Alors comment ça débute? Ça débute bien. La première année c'est une année très très neigeuse. Avec des quantités phénoménales de neige, et puis un domaine qui était un peu restreint au départ, parce que avait été équipé le secteur station, mais ça démarre avec beaucoup d'enthousiasme. Tous les gens qui faisaient partie de cette aventure au départ étaient des passionnés et qui rêvaient de voir devenir Isola comme une grande station en fait. Les Anglais avaient une ambition particulière pour Isola 2000? Ah oui, ils avaient une ambition. C'était une station quand même qui était positionnée haut de gamme. Donc il y a eu beaucoup de propriétaires au départ qui étaient des Anglais. Et puis tout de suite avec un esprit sportif, parce que dès le départ, il y a eu un club des sports avec des membres, des membres de l'équipe de France dès le début. Et avec l'envie de voir les jeunes porter les couleurs d'Isola de partout en France et à l'international. Alors toi tu fais partie des premiers champions de la station. Les premiers, oui, il y a eu tout de suite au départ, il y a eu une fille, Christiane Rey, qui était à l'équipe de France quand la station s'est créée. C'est une skieuse qui a représenté Isola 2000 au championnat du monde à Saint-Moritz en 1974. Et puis après, avec Sophie Caprio, nous sommes rentrés dans l'équipe de France dans les années 75. Bon. Alors comment c'était l'ambiance au début dans cette station? C'était plutôt familial, C'était familial d'un côté et c'était une ambiance de passionnés. Le ski, c'est vrai, dans les années 70, juste après les énormes succès des skieurs français aux Jeux Olympiques de Grenoble, l'engouement pour le ski de compétition est énorme et les gens veulent faire du slalom géant, veulent faire du piqué et se positionner par rapport à la compétition. Alors Isola 2000, c'est l'hiver, mais on le connaît pour l'hiver, mais également l'été. Ton papa était guide de montagne au départ. Oui, tout à fait. Il était guide de haute montagne. En fait, dès le départ, Isola 2000 a été doté d'un bureau des guides et d'école d'escalade. Donc dès le départ, l'école d'escalade, la première là au-dessus du Belvédère, et un bureau des guides qui organisait des sorties collectives de façon régulière. Tous les étés, il y avait des sorties au Malinverne, il y avait des sorties même à l'Argentera, des sorties au Viso. Et donc le bureau des guides organisait pour les nouveaux, surtout les nouveaux propriétaires de la station, ces excursions pour leur faire découvrir la montagne et la haute montagne. Alors est-ce que justement ton papa qui était guide, est-ce qu'il a connu le site de Chastillon avant la station? Oui, tout à fait. Alors il a connu avant et j'ai même des photos de mon grand-père dans le vallon de Verps, juste après la guerre. C'est-à-dire que ça faisait partie, faire le Mont Saint-Sauveur en ski de randonnée, c'était des sites qui étaient fréquentés, ça se faisait de façon assez courante, mais c'était une certaine épreuve parce qu'ils partaient à pied du village en fait. À pied du village, ils montaient avec les skis sur le dos jusqu'à la neige et ils chaussaient pour aller jusqu'au sommet du Saint-Sauveur. Donc en partant du village à 900 mètres, ça faisait quand même une sacrée bambée. Oui, surtout toi en plus qui vend des skis et qui en loue, j'imagine qu'à l'époque, c'était pas les mêmes qu'aujourd'hui. Ah ben non, tout à fait. À l'époque, on était sur le ski classique, évidemment. On était sur des skis qu'on choisissait
dans des tailles assez longues, et puis avec des chaussures qui n'étaient pas non plus au niveau de la tenue identique à ce qu'on peut avoir aujourd'hui. Donc skier et débuter à l'époque avec des skis longs et des chaussures qui ne tenaient pas la cheville comme celle d'aujourd'hui, c'était un exercice différent. Mais Isola a été assez précurseur parce que très rapidement, les moniteurs ont enseigné la méthode du ski évolutif. Ski évolutif, c'était la première fois qu'on faisait débuter les gens avec des skis courts. Et donc, il y avait toute une technique d'apprentissage qui était faite avec ce matériel. Et Isola était un peu précurseur parce que c'est une des premières stations qui proposait cet enseignement. Alors, ton papa, en tant que directeur, est-ce qu'il a amené des choses particulières sur la station ? Il a amené déjà son savoir-faire. Et puis, il s'est chargé rapidement de l'évolution du domaine skiable. Donc, les implantations de remontées, que ce soit dans le vallon du Saint-Sauveur, donc parce que la première année, comme je te le disais, il y avait uniquement quelques remontées sur le côté station, mais rapidement on est allé derrière, et donc le vallon du Saint-Sauveur, là, il y a eu des beaux équipements, et puis dans la foulée, on est allé à Lombarde, on est monté à Sistron, et donc ça s'est développé, il a participé à tout ce développement. Parce qu'avant, en plus, la saison était plus longue. Je me rappelle, moi j'ai connu, la station fermée au mois de mai. Tout à fait, oui, la station, on fermait couramment, de façon régulière, pour le week-end du 1er mai. Ouais, c'était, et en plus, donc, il y avait un temps et de la neige de printemps de façon régulière, beaucoup plus régulière que maintenant, sur la fin de saison, donc ce qui permettait de faire du ski de printemps, ce qu'on appelle le ski de printemps, sur la neige transformée. Et il y avait assez rapidement toutes ces sorties ratraques, donc qui se faisaient derrière le col de la Lombarde, où les gens skiaient sur un terrain complètement sauvage et vierge, et remontaient en étant tractés derrière les machines de damage. Ça, c'est des choses qu'on ne peut plus faire aujourd'hui. Qu'on ne peut plus faire en termes d'autorisation, je ne sais pas comment ça se positionnerait, mais en tout cas, c'était quelque chose qui plaisait énormément et qui avait beaucoup de succès. Oui, donc là, sur ces quelques photos, là, tu as d'ailleurs l'illustration d'une fameuse sortie ski de printemps où les gens remontaient tractés par les ratraques. Donc ça, c'est derrière le col de la Lombarde, avec parmi les clients un peu historiques, des premiers propriétaires. Et puis là, tu as mon papa, tu as Joël Fontaine qui était directeur de l'Office du tourisme, Gérard Stalter qui était à l'époque directeur du service des pistes, le colonel Baxer qui s'occupait de la vente d'appartements pour la STAPSI, et Jeannot Marie, donc le papa de Jean-Luc et Jean-Marc, qui étaient des moniteurs emblématiques de la station. Après, là, sur celle-ci, tu as aussi les premiers moniteurs. Mon papa, Serge Aillot, donc, qui est guide haute montagne et qui s'est occupé de toute l'activité d'été au début de la station. Et puis on voit là Jacques Baudin, Yves Imbert, voilà, donc ça fait partie des premiers moniteurs. Et puis il y a d'autres souvenirs. Là, tu me vois avec mon papa, c'est à l'occasion de la première conférence de presse pour la station, pour l'ouverture de la station d'Isola à Paris, où nous étions montés pour cette occasion. Parce que Isola 2000 avait une maison à Paris. Tout à fait. Isola 2000 a eu une maison à Londres et une maison à Paris. Oui, une maison à Paris, donc la maison d'Isola qui était boulevard du Montparnasse, je crois. Voilà. Oui, donc là, sur ces photos, il y a pas mal de photos de groupes de compétition, d'équipe de France, et notamment des photos à Isola à l'occasion d'un stage de préparation où il avait énormément neigé fin octobre, et nous sommes venus tout début novembre avec l'équipe de France nous entraîner à Isola. Et donc là, tu me vois avec certains copains de l'équipe, Patrick Russell qui était notre entraîneur. Sur celle-ci, tu as Honoré Bonnet qui était le directeur de l'équipe. Et puis sur celle-ci, tu as Sophie Caprio, donc, qui était isolienne, membre de l'équipe de France, avec Perrine Pellen. Voilà. Et Honoré Bonnet, il me semble que c'est lui qui a dessiné les pistes de la station. Alors, Honoré Bonnet, au tout début, quand les Anglais ont eu ont lancé le projet, il a été consultant pour le développement de la station. Tout à fait.